Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un homme qui a longtemps proposé des repas horribles à plus de 15 000 mètres d'altitude, mais depuis plusieurs années c'est sur scène ou à la télévision qu'il nous sert sur un plateau des vannes absolument savoureuses qui nous comblent jamais vraiment notre appétit, c'est vrai. Bonjour Jean-Philippe Janssen. Bonjour Damien. Bonjour Sarah. Quel plaisir de vous retrouver. Franchement, dans nos nouveaux locaux, vous n'étiez jamais bien, venu c'est ici. cosy, on est confortable, on sent la convivialité, à peine on passe pas de la porte. Voilà, par contre ici c'est pas c'est à vous, vous n'aurez pas de repas. Hein. Le maître du jeu, c'est le titre de l'émission que TF1 donc lance ce vendredi en première partie de soirée. C'est une émission pour avoir des petites excuses. Non, c'était pas forcément séparé en bon terme. J'ai pas ravivé le souvenir, non. Mais j'ai gardé mon expérience passée en disant ah oui, lui il aurait fait comme ça, il aurait fait comme ça. Donc, mon esprit de déduction, je sais pas s'il a été efficace, mais en tout cas il a été inspiré. Est-ce que vous diriez que dans la vie de tous les jours vous avez vraiment le sens de l'observation, Jean-Philippe Janssen? Alors oui, maintenant avec des lunettes parce que je ne vois plus bien, mais par contre, on vous voit avec des lunettes dans l'émission, il faut le dire, c'est une première. J'évite de les porter parce que je ne m'aime pas avec des lunettes à l'image, mais dans l'émission, comme on devait observer et voir des choses et que je ne vois pas de près, donc j'ai mis mes lunettes. Mais bon, ça va, dans l'émission ça passe, ça fait un petit côté intello dans la bibliothèque qui va chercher les indices, mais... Sinon vous aimez pas, vous êtes complexé par ces lunettes? Alors pas complexé, mais c'est un signe de vieillissement et on est... bah oui, quand même. Oh non, il y a des jeunes qui portent des lunettes. Mais je ne vais pas cacher un si beau visage, madame, derrière des lunettes, c'est terrible. Tout ce que j'ai investi en injection pour mes yeux, caché derrière des lunettes. Enfin, madame. On met pas une plaque de verre devant une œuvre d'art. Enfin, c'est parce que, oui, voilà. Bah, la Joconde, elle a bien une plaque de verre devant. Oui. Alors, vous êtes comparé à la Joconde, vous avez bien fait de venir. Mais ça, c'est bien une réflexion de petite qui a la beauté du diable encore. Je viendrai te revoir dans 10 ans. Et vous avez toujours rêvé d'être enquêteur ou pas, Jean-Philippe Janssen? C'est vrai, quand on était tous gamins, on jouait aux policiers, etc. C'est quelque chose que vous rêviez de faire? Oui, enfin, sauf que quand j'étais gamin, j'étais souvent le voleur. mais par contre, non, j'aime bien les jeux de stratégie où il faut penser un peu, ou par déduction, et c'est, entre guillemets, pas violent. Enfin, là, c'était faire appel à nos du jeu et mettre en commun, puisque c'était une enquête collective, donc mettre en commun tout ce qu'on avait pu recueillir pour recouper les faisceaux d'indices. Une enquête collective, oui et non, parce que vous avez quand même un complice, le complice du maître du jeu qui se cache parmi vous, donc il faut que vous donniez mais sauf que quand on arrive avec toute notre euphorie et de convivialité, on croit qu'on est tous ensemble et puis que c'est une enquête collective. On apprend après qu'il y a un complice dans le jeu. Peut-être que c'est vous d'ailleurs, le complice. Qui c'est un coup d'un côté et un coup de l'autre, on ne sait pas. Vous le savez d'ailleurs, l'épilogue de l'émission ou pas? Là, vous le connaissez pas, vous n'avez pas tourné l'épisode final. Si, ça a été tourné, mais personne à ce jour ne connaît enfin, à part le gagnant, connaît le maître du jeu. Ah là là. Et comme ça, c'était pour éviter d'être brouillé par des questions de journalistes qui auraient pu mettre à mal l'épilogue du jeu. Comprenez, madame? Absolument. On va vous torturer pour avoir un peu la suite des événements. On va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, Jean-Philippe Janssen, mais je vous propose tout d'abord de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, c'est parti, on commence les infos médias avec BFM TV qui stoppe net une interview avec Rima Hassan. Oui, ça s'est passé mardi soir dans BFM Story. Alain Marchal et Olivier Truchot avaient choisi d'inviter la députée européenne, la France Insoumise, en direct pour réagir au sifflet émis à l'encontre d'Emmanuel Macron lors de la cérémonie du CRIF organisée en hommage aux victimes du 7 octobre. Mais elle a amorcé sa prise de parole en mettant en cause la ligne éditoriale de la chaîne Info. Je veux, dit-elle, simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par le porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, a-t-elle déclaré en préambule. Alors, les présentateurs ne se sont pas laissés compter, défendant leur rédaction. Et après plusieurs échanges tendus, ils ont préféré mettre fin carrément à l'entretien. C'est inacceptable, ont-ils dénoncé en chœur. Quand on nous ment et quand on nous menace, oui, on coupe, a déclaré Alain Marchal quelques minutes plus tard sur X. Jean-Philippe Janssen, franchement, guerre au Proche-Orient, guerre en Ukraine, instabilité gouvernementale, on parle de restrictions budgétaires. Enfin, franchement, les nouvelles sont pas bonnes. Est-ce qu'on peut encore faire son métier d'humoriste aujourd'hui dans un contexte pareil? Alors, c'est compliqué, mais l'impartialité, on sent bien qu'il y a des problèmes de partialité ou d'impartialité. Et je trouve que
Alors moi, je disais qu'on pouvait rire de tout, mais ça dépendait avec qui. Oui, c'est vrai. Et après, je pense qu'il y a une façon de dire les choses. Que moi, quand je fais de l'humour, je sais que ça passe. Alors même que des fois, je peux dire des vacheries, mais parce qu'on sent que l'intention dans la tonalité de ma voix n'y est pas. C'est une inflexion de voix. On sent, moi, quelqu'un qui a un fond méchant et qui va me faire une réflexion juste pour me piquer, je vais faire la différence entre une plaisanterie et la réalité. Une vraie pique, Oui, c'est ça. Mais par contre, après, je trouve qu'on manque de plus en plus de second degré et qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. En tout cas, dans l'humour, hein, je n'ose pas me prononcer pour le reste. Mais par contre, je trouve que c'est ça. Il faut faire un mix des deux. Il faut que les gens aient un peu plus de second degré, sûrement, et que les intentions soient un peu meilleures. Mais du coup, bon, dans mon humour, moi, je me moque souvent de moi et de ma famille, rarement des autres, mais quand j'attaque mon public, parce que je descends dans la salle à un moment dans mon spectacle, je sais à qui je peux dire quoi, et il y a la façon de le dire, et ça passe toujours parce qu'on sent que l'intention n'est pas mauvaise. Et surtout que je parle sous votre contrôle, mais dans votre nouveau spectacle Tombé du ciel, vous n'allez pas du tout sur ces sujets en lien avec le conflit israélo-palestinien, vous, on est vraiment sur autre chose. Non, et puis dans mon humour, je suis apolitique, et c'est pas mon rôle d'artiste de me positionner sur des sujets que je maîtrise pas forcément, et je vais pas amener ma science sur des choses que je ne connais pas, et donc je me moque de ce que je connais mieux, c'est-à-dire moi. C'est vrai que c'est assez savoureux d'ailleurs. On a vu votre premier spectacle, on a hâte de voir le deuxième. On poursuit ces infomédias, Sarah, avec les avocats de Sébastien Coé qui se réjouissent. Et oui, un communiqué a été envoyé à toutes les rédactions en début de semaine. Alors selon eux, selon les 3 conseils de Sébastien Coé, une personne ayant tenté d'estorquer de l'argent à l'animateur a été placée en garde à vue. Alors il y a un an, il faut le rappeler, Coé avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, faux et usage de faux contre personnes non dénommées. Il faut rappeler également que Sébastien Coé a été mis en examen pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Celui qui a toujours nié les faits a été placé sous contrôle judiciaire avec stricte obligation de verser une caution de 100 000 € et de suivre des soins. Et Sarah, on termine ces infomédias avec le Joker de Jean-Baptiste Boursier. Ça y est, on connaît enfin son identité. On le connaît parce que vous savez, Jean-Baptiste Boursier va être un peu moins présent à la matinale de LCI ces prochains jours, ces prochaines semaines, puisqu'il a été choisi comme Joker de Gilles Boulot au JT de 20h sur TF1. Et bien c'est finalement Karim Benami qui a été choisi pour le remplacer pendant ses absences. C'est une information pure média. Le journaliste spécialisé dans le sport, passé par RMC et Canal+ notamment, débutera dès lundi 14 octobre sur la chaîne et réitérera l'exercice une dizaine de semaines par an, précisent nos confrères. Alors la première de Jean-Baptiste Boursier sur TF1, lui, est prévue lundi 21 octobre à la place de Gilles Boulot. Jean-Baptiste Boursier, vous regardez? J'aime beaucoup Jean-Baptiste Boursier, je le trouve très beau, je le trouve très bel homme, et j'ai eu l'occasion de faire une émission avec lui sur François, donc il est en plus très très gentil. Donc ça serait... foudre. C'est le mari idéal. C'est un crush sur Jean-Baptiste Boursier. Ah oui, je trouve il passe bien, il est bien à l'antenne, il est gentil, il paraît très sain ce garçon, il est très beau, voilà. Très gentil, mais un peu bad boy, il a des tatouages, Jean-Baptiste Boursier, vous êtes au courant de ça, mais tatouage, est-ce que le tatouage fait vraiment de vous un bad boy? Je ne sais pas, mais puis mais il paraît qu'il en a beaucoup, oui, c'est vrai. Après, tout dépend du tatouage que vous avez. Si c'est une petite libellule sur le pectoral, ça va, ça fait pas de vous un Oui, ou un dauphin sur la fesse. Ça sent le vécu, ça, gentil Janssen. Vous n'avez pas de tatouage, vous, non? Non, alors j'ai jamais cédé à la folie des tatouages. J'ai toujours eu envie. J'ai jamais osé passer le pas. Et aujourd'hui, à 50 ans, je trouverais ça un peu bête de me faire tatouer. Voilà. Mais non, il n'y a pas d'âge pour le tatouage. Non, ma liste de courses, comme ça, je suis sûr de rien oublier. Mais vous mangez tout le temps la même chose toute l'année aussi, c'est embêtant. Allez, on poursuit cet entretien avec vous, Jean-Philippe Janssen, et votre actualité, puisque vous êtes dans le maître de... du jeu. Pas le maître de midi, j'étais sur les 12 coups de midi, ça s'appelle le maître du jeu. On en parle avec vous dans l'interview du Buzz TV. Il y a beaucoup trop de maîtres sur TF1, c'est terrible. Le maître du jeu, donc. Et j'ai fini par dire oui, mais... Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre? Il a des mots pour savoir me parler. Non, j'ai su par lui qu'il avait été pris pour animer ce jeu, et ça a fini de me conforter, et ça m'a rassuré. Oui, ça m'a rassuré. C'est quelqu'un que je connais bien. Je me suis dit bon, je pars pas en terrain complètement inconnu et miné. Il y a Laurent Ruquier, et après, comme j'étais aux grosses têtes, et un matin, j'ai vu que Max Boublil, on lui avait parlé de cette même émission, et donc voilà, donc ça a fini de me convaincre. Et effectivement, je suis arrivé un petit peu en famille. Vous l'avez trouvé comment d'ailleurs aux commandes de cette
cette émission. Laurent Ruquier, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce type d'exercice. Alors c'est vrai qu'il prend beaucoup de risques ces derniers temps. On l'a vu dans Les Traîtres sur M6 avec Hugo Manos, mais on n'a pas l'habitude de le voir aux commandes d'une émission de divertissement pur. Vous l'avez trouvé comment? Moi, je l'ai trouvé incroyable dans un rôle que je lui connaissais pas. C'est-à-dire que je lui ai dit ça l'a fait rire, mais je lui ai dit, t'as un peu la nouvelle Laurence Boccolini du maître du jeu, comme la tonalité qu'avait donnée elle au maillon faible à l'époque. Lui, il a donné un truc solennel à l'émission. Il est dans son rôle. On le voit rarement en costume cravate avec des boots, Laurent. Il est toujours bien habillé, mais pas aussi formel. Donc, il était très sérieux et il tenait bien son rôle. Et c'était une grande première pour lui aussi. Et je l'ai trouvé très bon dans l'acting parce qu'il était amorphique. Il n'y avait aucune. On ne pouvait pas. Parce que nous, on a peut-être un petit peu dit, bon, comme on le connaît, peut-être qu'il va nous laisser fuiter un truc dans le regard et tout. Mais rien. Il était. Il a juste, quoi. Oui, il est juste. De toute façon, Laurent ne supporte pas la justice. Donc, il était clac. Et il était dans son rôle et très très bien dans son rôle. Et alors, Arnaud Ducret participe avec sa compagne Claire. Et on s'est demandé avec Damien, est-ce que vous auriez pu participer avec votre amoureux? Encore faut-il en avoir un. Bon, c'est le moment de faire une annonce, Jean-Philippe Janssen. Alors, envoyez les dossiers de candidature. Vous êtes célibataire? Oui. Je suis un vieil homosexuel avec sa chatte. J'ai ma chatte Duchesse qui comble mes jours et mes nuits. C'est très difficile de trouver quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous allergiques aux poils d'animaux ou quoi? Je ne sais pas, sûrement. Non, parce que je crois que je suis quelqu'un de compliqué. Mais en fait, j'ai remarqué une chose, et je vais vous donner un petit conseil, vous qui êtes toute jeune. Plus on vieillit, et plus on est habitué à vivre seul, et plus on devient exigeant avec les critères de celui qu'on pourrait éventuellement rencontrer. C'est-à-dire qu'on veut ça, mais nous on est là. On n'a plus les moyens de nos prétentions, mais on veut ça. Alors forcément, ça fait des idéaux impossibles. C'est le moment de mettre carte sur table, là, Jean-Philippe Janssen. Quels sont vos critères? Voilà, il faut que vous nous disiez. Alors, mon genre, c'est masculin. Non, mais à part ça, parce que là, ça va être vaste. Du coup, je réduis mes critères d'exigence en disant je n'ai plus les moyens de mes prétentions, donc peut-être celui qui veut. Voilà. C'est le premier qui dit oui. C'est ça. Votre seul style, c'est le consentement, finalement. Quoi. Quelqu'un d'agréable. Après, je suis sûr que la recette de l'amour et qui marche, c'est ne pas habiter ensemble. Comme ça, on ne subit pas le quotidien à l'autre et on se voit sur des moments sélectionnés. Donc la vie est faite de départ et de retrouvailles. C'est plus joli comme quand j'étais au Cajoler. C'est une façon de surprendre l'autre, toujours, effectivement, jour après jour. Quelles sont les épreuves auxquelles vous allez participer aussi dans cette émission? Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas qu'une télé-réalité d'enfermement, si j'ose dire. Il y a aussi effectivement des épreuves auxquelles vous allez devoir participer. Des énigmes à résoudre et j'ai participé à quelques-unes et j'ai trouvé ça très très bien construit parce que souvent, où on fonctionnait tous ensemble, où on fonctionnait en binôme, qui nous permettait d'allier nos deux forces, et surtout dans l'immédiateté d'une énigme qui est sur un temps court. Donc j'ai participé à quelques épreuves, mais rien qu'à solliciter mon petit corps. Enfin, j'ai pas été mise à mal, c'était surtout la jugeote. Surtout le cerveau, et mentir, c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de pratiquer ou pas dans la vie? Parce que là, c'est un jeu de stratégie, il faut mentir, il faut manipuler. Est-ce que vous avez été à l'aise avec cet exercice? Est-ce que c'est un mensonge si je vous dis non, je n'ai jamais menti? On ne sait pas est-ce que je dis la vérité ou pas. Non. Alors là, c'était pas mentir, c'était surtout mentir par omission ou c'est ça. C'est peut-être cacher des informations, en obtenir d'autres, ou attendre d'avoir confirmation de cette information pour pouvoir la dévoiler, parce qu'on n'est pas sûr, parce que après, quand le verre s'est mis dans la pomme dans ce jeu, et qu'on savait qu'il y avait un complice, du coup, c'était moins facile de tout confier à tout le monde. Donc, on jouait plus individualiste afin de nous aussi mener notre enquête interne et puis de se confier ou non aux autres. Mais ça se met un peu le trouble. Mais justement, c'était ça le sel du jeu aussi. Mais vous avez formé des alliances quand même? Il y a des personnalités avec lesquelles vous avez formé un petit clan de façon à pouvoir peut-être monter une stratégie? Il y a eu de ça, alors c'est pas aussi clairement établi, mais on sentait des affinités communes qui fait qu'il y avait des levées de doute sur certaines personnes en se disant non, ça peut pas être voilà. Mais après, qui sait, voilà, parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien aussi au jeu du mensonge ou de l'omission. Donc c'est en ça que ça resserrer l'enquête, on s'est dit waouh, donc on est tous ensemble mais on n'est plus tous ensemble. Donc il y avait le doute, est-ce que tu crois que je lui dis à elle parce que c'est la complice ou elle va le répéter parce que on sait pas qui est une mèche vraiment. Donc c'était haletant qu'en fait il y avait une espèce de suspense un peu policier justement dans cette émission. Et alors on l'a brièvement évoqué, vous tournez dans un cadre sublime, splendide, un château. D'ailleurs il est où ce château? Il est à Montfort. Une ambiance assez conviviale, qu'on se connaissait
plus ou moins, parce que moi je connaissais Max Boublil, je connaissais Laurent, je connaissais Francis Perrin, enfin il y a plein de monde que je connaissais déjà, mais il y a aussi les autres entre eux se connaissaient déjà bien. Il y avait Arnaud Ducré qui était avec sa femme en couple, donc ce qui fait que ça faisait une espèce d'ambiance vacances familiale en fait. Il n'y avait pas d'adversité et on n'avait pas à se découvrir, on se connaissait déjà. Mais c'est vrai que quand on regarde le casting, Max Boublil, Arnaud Ducré, Francis Perrin, Chantal Latsou, quand on regarde les personnalités qui participent au Maître du Jeu, on se dit que c'est un spin-off des grosses têtes cette émission, parce que franchement... peut-être, en tout cas, c'est un spin-off d'humoristes et de gens de fiction et d'émissions, mais qui ont une bonhomie, en fait, à la base, je pense. Et c'est parce que c'est aussi une émission d'humeur. On est là pour résoudre une enquête, mais pas dans l'austérité d'une enquête. Donc avec chacun notre patte et notre patte humoristique. Donc je trouvais que on était tous complémentaires et qu'il y avait vraiment un lien. Mais le smile, c'était une good vibe. Mais c'est vrai que là, j'ai cité beaucoup d'humoristes. Arnaud Ducré, Chantal Latsou, vous. Est-ce qu'il y avait une sorte de concurrence d'humoristes qui s'installaient dans cette émission? Qui fera la meilleure vanne? Alors, non, alors... c'est le risque aussi dans ce genre d'émission. Parce que j'ai tendance à dire que je ne supporte pas, par exemple, les plateaux et les ambiances d'humoristes entre eux, parce qu'en général, il y a une espèce de rivalité ou de surenchère. Un peu dans LOL, je ne sais pas si vous avez vu LOL, sur Prime Video, et là, ils sont en compète. Un peu une surenchère de celui qui va trouver la meilleure vanne. Un peu là, c'est un peu le but du jeu. Mais dans celui-là, justement, je craignais ça. Mais non, c'était plus un festival de vannes. Mais c'était plus des déclencheurs. Comme on était en plus pas face à un public. Donc peut-être ça serait mis en place s'il y avait eu un public en face de nous où on aurait dû rivaliser de vannes pour être intéressant ou je sais pas. Là, je trouvais que c'était du ping-pong entre nous et que ça marchait assez bien et ça a donné, à mon avis, des séquences qui vont être mémorables. Faudra voir le montage si personne n'est coupé. Et vous étiez rémunéré? Alors oui, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Oh là là, ça sent la pirouette parce qu'on va vous demander. L'instant Jordan Deluxe, on l'embrasse bien évidemment. Combien? Salut, oui. Non mais les personnalités sont rémunérées. Oui, c'est normal. Je crois que c'est pas un secret. Ah bah non, c'est pas un secret. Mais par contre, après, le montant de la transaction, je ne le connais pas parce que c'est pas moi qui l'ai négocié. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un artiste, en l'occurrence moi, un artiste n'arrive pas à se vendre. Et donc un artiste n'arrive jamais forcément à négocier. C'est votre agent, c'est ça? Oui, c'est mon agent qui s'est occupé de ça. Il négocie pour vous. Je sais même pas si on m'avait dit combien tu crois que ça vaut. Déjà, quand on me demande de faire une prestation en privé, je ne sais même pas. Et donc, je tire toujours vers le bas parce que moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je dis, non, ça tombe, c'est trop. Mais après, il y a un réel marché de ça avec des choses établies. Et c'est pour ça que je laisse faire ça aux professionnels plutôt qu'à moi parce que ça vaut mieux. Vous nous avez quand même demandé 500 balles pour cette émission, quand même, en scène. Il pourra m'acheter une robe en sortant. Ah oui, c'est ça, d'accord. Bon, si c'est pour une robe, alors on vous le donne de bon cœur. Vous avez participé à la 9e saison de Danse avec les stars, on le rappelle, c'était en 2018. Vous voilà désormais dans le Maître du Jeu. Est-ce que la prochaine étape, c'est Masked Singer pour vous? Je ne sais pas, non. Je sais pas. J'étudie tous les projets qu'on me propose au moment où ils arrivent. Et puis, est-ce que ça colle avec ce que je suis ou ce que j'ai envie de faire? Être dans le jury de Masked Singer, vous seriez formidable. Ah, ça, j'aimerais bien, oui. C'est quelque chose. Le jury d'enquêteurs, ce serait incroyable. Qui pourrait me plaire. Oui, parce que justement, ce truc d'enquête, de stratégie, de réflexion, et je pense que je n'ai pas que des mauvaises idées. Alors, des fois, je pars carrément sur des voies. Mais il faut tout essayer pour tomber sur la bonne réponse, tu vois. C'est souvent les échecs qui vous amènent à la réussite. Évidemment, il en faut, bien sûr. Un mot juste sur l'actualité, car l'un de vos amis a été accusé, Stéphane Plaza, qui vous a accompagné dès vos débuts. Il a aussi trouvé votre appartement à Paris, dans le 9e. Il est inquiété par la justice pour violence sur 2 anciennes compagnes. Le procès a été renvoyé au 9 janvier prochain. Comment est-ce qu'on réagit quand un ami, un proche est dans la tourmente comme l'est Stéphane Plaza? On a mal pour... Si c'est un ami, c'est parce qu'il y a des raisons qu'il le soit. Donc on a mal pour lui. La première force est de soutenir ses amis, c'est ce qu'on attend de ses amis. Voilà. Vous êtes à ses côtés. Oui, mais oui, de toute façon, quand un ami vous regarde dans les yeux et qui vous dit « Jean-Philippe, j'ai rien fait », j'y suis pour rien. Je le crois, c'est la base de l'amitié, de croire ses amis. Maintenant, si la justice ou la police me démontrait le contraire, pas la vindicte populaire, je parle bien de la justice et de la police, je réviserai mon amitié, ça veut dire qu'il m'a menti, il a trahi mon amitié. Pour l'instant, c'est pas le cas, et pour l'instant, il y a une procédure en cours, et j'ai confiance en la justice et la police de ce pays, donc il faut laisser les choses se faire. Elles se font à un rythme qui est beaucoup plus lent que la vindicte populaire, mais des fois, c'est pas plus mal, parce que ça permet de plus creuser et de savoir ce qui se passe, et voilà, je le soutiens, parce qu'en plus, là, on parle même pas c'est pas qu'il y a des grades, mais on parle pas de violence sexuelle,
sexuelles, machin, on parle de violences qui sont tout aussi condamnables si elles sont avérées, mais c'est pas un meurtrier. Et de toute façon, il répond et il répondra de ce qu'il a ou non fait, mais en tout cas, oui. Et dans quel état d'esprit est-il? Jusqu'à preuve du contraire, c'est mon ami, jusqu'à preuve du contraire. Alors, justement... Dans quel état d'esprit est-il? Je ne peux pas parler en son nom. Je dirais qu'il ne vit pas forcément sa meilleure vie, mais il est serein face à ses accusations et son système de défense s'élabore. Et voilà, j'ai assez confiance en lui. Et Stéphane Plaza, vous l'avez croisé pendant de nombreuses soirées parce que vous avez partagé la scène avec lui dans Un couple magique à côté de Valérie Mérès. Est-ce que vous allez revenir au théâtre, Jean-Philippe Janssen? Alors, vous avez votre spectacle dont vous parliez tout à l'heure, mais est-ce qu'il va y avoir une pièce pour vous qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines semaines peut-être? Alors, c'est pas encore dans les tuyaux. Il y a des choses qui ont été évoquées. L'expérience théâtrale m'a beaucoup plu, surtout que cette pièce a été un déferlement de succès, parce qu'on a rempli des zéniths avec cette pièce de théâtre. Ah oui, ça a très bien marché. Oui, on était diffusé à la télé aussi d'ailleurs. Exactement, il y a une captation. Elle était très prenante, très fatigante, parce qu'on a eu justement un rythme effréné pour cette pièce. Je crois qu'on a fait 293 représentations en un an et demi. Vraiment quelque chose de... Donc c'était un peu marathonien. Donc peut-être quelque chose de plus calme pour la prochaine fois. Mais j'ai bien aimé l'expérience théâtrale, ou en tout cas la vie de troupe. J'ai bien aimé. La vie de troupe. Non, la vie de troupe, c'est pas sur les planches, mais on voit bien que vous me tendez des perches. Mais... Et un one man, ça c'est prévu? Là, je suis sur le deuxième, là. Oui. Je suis sur le deuxième et je suis content. Oui, il y a le troisième qui est dans les tuyaux. Oui, j'ai déjà le thème, tout trouvé. Ah bon, c'est quoi? Je m'inspire toujours de la vie, c'est l'amour, le troisième. Et l'amour est universel, oui. Et puis on a eu un avant-goût tout à l'heure. Ah oui, là, franchement, on a hâte de voir. Parce que là, actuellement, je rappelle le titre de votre spectacle qui est en tournée dans toute la France, en Belgique. Vous êtes à l'international, vous êtes international. En Suisse même. Exactement, en Suisse aussi, vous avez raison. Tombé du ciel. Alors avant, c'était Jean-Philippe d'école, Tombé du ciel. Donc avant, c'était l'ascension et là, c'est la chute, en gros. Alors on peut imaginer comme ça, mais en fait, c'était... Non, puis Tombé du ciel, pour moi, je suis très croyant. Donc il y avait quelque chose de providentiel avec Tombé du ciel. Il y a le fait aussi de tomber des avions, parce qu'être ancré au sol maintenant, devenir sédentaire. C'est vrai. Et le showbiz, ça vous manque pas d'ailleurs, la vie de steward? Si, enfin, pas le métier, parce que le métier a beaucoup changé, mais le partir loin une fois par semaine, ça me manque. Merci beaucoup, Jean-Philippe Janssen. On arrive déjà au terme de cette interview. Mais ça passe trop vite. C'est que vous êtes éclaté. Tant mieux, c'est bon signe pour nous. Merci, Jean-Philippe Janssen. Je rappelle que vous faites partie donc, des 12 candidats dans le maître du jeu. C'est ce vendredi en première partie de soirée sur TF1. Merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir été autour de cette table. Et on se retrouve dès lundi avec Géraldine Maillet sur ce plateau. Bon week-end à toutes et à tous sur Le Figaro TV.